Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo que je vais dorénavant exploiter. Je vais privilégier aujourd'hui les formats vidéo pour abandonner petit à petit le format écrit, on va dire. Je me suis rendu compte finalement que peu de gens finalement lisent mes articles jusqu'à la fin, donc petit à petit je vais laisser tomber ces longs pavés d'articles pour partir, pour privilégier plutôt des formats vidéo. Et puis il faut vivre avec son temps également. À un moment donné, il faut pouvoir interagir un peu plus et en fait les longs pavés d'articles, comme je disais tout à l'heure, en fait, lorsqu'on les lit pas jusqu'à la fin, ça peut faire en sorte de biaiser en fait l'analyse que je fais. Donc à partir de là, je préfère vraiment garder à travers une vidéo l'entièreté de ce que je dis, l'entièreté des idées que j'évoque dans les vidéos que je vais faire dorénavant. Alors, vous l'aurez compris, hein, la République ou le pneu. Qu'est-ce que j'entends par là? On va commencer par le pneu. Le pneu, c'est quoi? Le pneu, c'est, si je vous pose la question, en tout cas pour moi, le pneu, c'est ce qui permet tout simplement à une voiture de rouler. On ne va pas chercher plus loin, hein. Le pneu, c'est ce qui permet à une voiture de rouler. Mais le problème, c'est qu'il y a pour une partie de la population aujourd'hui qui considère un pneu comme une espèce de collier ardent, un collier infernal, voilà, une espèce de potence finalement, hein, que l'on met au cou finalement, autour du corps d'une personne que l'on va exécuter. Et il faut savoir que cette personne que l'on va exécuter n'aura pas eu le droit de se défendre. Cette personne n'aura pas eu le droit de s'expliquer. Qui sait ce que cette personne aurait pu dire? Mais elle n'aura pas eu le droit de s'expliquer, on va l'exécuter. Mesdames, messieurs, on se trouve dans une république. On se trouve aujourd'hui dans une république. Une république qui, en principe, ne laisse pas de place à ce genre de pratiques moyenâgeuses. Et ça, c'est très important de se rendre compte de la problématique aujourd'hui, de la situation problématique dans laquelle on est aujourd'hui à travers des phénomènes de ce genre-là. Il y a eu ces dernières années une recrudescence finalement de ce genre d'actes qui fait qu'il faudrait que tout un chacun se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe exactement, prendre conscience des réalités, qu'est-ce qui se passe et essayer de trouver, de résorber ces problèmes-là. Alors, lorsqu'on pose la question à des individus, vous allez dans la rue, vous marchez dans la rue, c'est ce que j'ai fait, vous posez la question à un individu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y ait une recrudescence de ces actes-là? Encore une fois, vous avez compris, je vais parler aujourd'hui de justice populaire, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, une vindicte populaire. Moi j'appelle ça également une exécution sommaire, parce que c'est une exécution arbitraire. La personne n'a pas eu le temps de s'expliquer. Encore une fois, qui sait ce que cette personne aurait pu dire, hein? Quoi qu'il en soit, les bourreaux abrègent sa vie comme ça. Ça, c'est pas quelque chose qui devrait se faire aujourd'hui, en tout cas dans le 21e siècle dans lequel on vit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voilà, lorsqu'on pose la question à des individus, les gens finalement ont pratiquement, il y a un discours qui est redondant, ils ont pratiquement tous le même discours, c'est que ah, on ne fait plus confiance en l'État, au Fanzakan, comme on dit. Alors, je tiens à souligner que quand on dit on, c'est pas l'ensemble de la population, c'est une partie de la population. Et ça, je tiens à dire d'entrée, c'est une partie de la population qui se verse dans ces actes-là que moi-même je ne tolère pas. D'accord? Et je tiens à dire également que je ne suis pas là pour faire l'apologie de la justice populaire, je suis là pour essayer de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se verse dans de telles pratiques? Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la justice, de la vindicte populaire, encore une fois. Alors, il y a une rupture, entre guillemets, de confiance aujourd'hui entre une partie de la population et ce qu'on appelle l'État. Mais quand on dit État, hein, lorsqu'on pose la question, on essaie d'aller un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a trois déclinaisons possibles de cet État. Il y a trois déclinaisons possibles de cet État. Et je vais vous les citer, hein. Le premier, ça va être les pouvoirs publics. D'accord? Les pouvoirs publics. Ceux qui ont finalement l'occasion, encore une fois, à travers leurs décisions, d'impacter sur la vie économique, la vie sociale locale, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, vous avez également les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre font partie de ce que les gens appellent souvent Fanzakan, aujourd'hui à Madagascar.
Et puis vous avez la justice. Donc vous avez les pouvoirs publics, les forces de l'ordre et la justice. Vous avez compris, je vais parler de ces trois choses-là. Je vais commencer par la justice. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de la population aujourd'hui s'attaque à ce symbole fort quand même qu'est la justice? Pourquoi? Pourquoi on s'attaque à la justice? Lorsque le juge, lui, il prononce une sentence, lorsqu'il émet une sentence en disant Mnenaran vao kamalagas, on devrait comprendre à travers cela qu'il prononce cette sentence à travers un pouvoir qui lui a été conféré par le peuple malgache de le faire. Et ça, il faut comprendre, parce que le pouvoir, il vient du peuple. Ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Le pouvoir, il vient du peuple. On vit dans une démocratie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une partie de la population s'attaque à ce symbole-là en voulant court-circuiter ce symbole-là, en prenant un raccourci et en prononçant elle-même la sentence finale. Les bourreaux vont abréger la vie d'une personne qui n'aura pas eu le temps, encore une fois, de s'exprimer. Donc ça, c'est une situation problématique. C'est une situation problématique. Encore une fois, on vit au XXIe siècle. Ce genre qui ne devrait pas laisser place, finalement, à ce genre de justice populaire. Et donc là, on peut comprendre le discours d'un certain nombre de personnes qui affirment qu'il y a ce manque de confiance en l'État à travers sa première déclinaison qu'on va analyser aujourd'hui, qui est la justice. Et donc ils prennent ce raccourci-là, il abrège la vie de l'être humain, d'un père. Voilà la première chose. Mais le problème est d'autant plus complexe dans la mesure où finalement il y a une remise en cause quand même de l'impartialité, de la crédibilité du personnel judiciaire aujourd'hui. Quand on voit la présidente du SMM, le syndicat des magistrats, affirmer dans un journal que j'ai vu hier que elle va faire la chasse aux magistrats véreux, ça c'est une initiative tout à fait louable et que je salue. Parce que quand on va dans les tribunaux et qu'on se rend compte qu'il n'y a que ceux qui ont le pouvoir, en tout cas la capacité de soudoyer un juge qui remporte un procès, ben là, il faudrait commencer à réfléchir parce que la justice équitable n'est pas effective à ce moment-là. Donc il faudrait essayer de trouver une solution. On va revenir aux solutions que je vais proposer tout à l'heure, mais en tout cas, voilà une première chose. Vous avez ce problème au niveau de la confiance, la rupture progressive de confiance entre la justice et une partie de la population. Vous avez ensuite les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disposent, eux, de ce qu'on appelle, en tout cas à travers les forces de l'ordre, l'État dispose de ce qu'on appelle une prérogative de puissance publique. Une prérogative de puissance publique à laquelle finalement, et pareil comme la justice, à laquelle une partie de la population s'attaque aujourd'hui. Ils remettent en cause la nécessité d'attribuer aux forces de l'ordre cette puissance publique, cette prérogative de puissance publique. Lorsqu'on voit des gens manifester devant un commissariat pour dire ouais, rendez-nous ces gens-là, on veut faire le travail nous-mêmes. Lorsqu'on voit une partie de la population et ça a été le cas à Befandjina Nord, qui prend à partie des éléments des forces de l'ordre, des éléments de la police, paix à leurs âmes, on se rend compte que c'est pas à ces deux personnes que cette population s'est attaquée, c'est à ce symbole de l'État, c'est à une institution tout entière que ces deux personnes qui ont été exécutées ont représenté. C'est à toute une institution qu'une partie de la population s'attaque. Pourquoi? Il faut savoir quand même que, et ça c'est vraiment, on va dire, quelque chose que tout un chacun connaît, hein, quand on se rend compte que dans les affaires aujourd'hui sordides de crimes, que ce soit de kidnapping, etc., une partie quand même une partie
des forces de l'ordre se retrouvent impliquées dans des affaires comme ça, là, il faut se poser des questions. Parce que les forces de l'ordre ne jouent plus leur rôle finalement, leur rôle premier, leurs premières attributions. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis d'autre part, vous avez quand même, hein, au-delà de cette implication des forces de l'ordre, vous avez euh, cette espèce de corruption quasi généralisée, quasi institutionnalisée sur les routes nationales, quand vous voyez qu'à un moment donné, tout le temps, ce billet de 5 000 francs, de 10 000 francs qui tombe, qu'on met dans un petit journal et qu'on fait semblant à tous les points de contrôle de passer. Il y a des gens qui sont dans le taxi P, ils voient ces choses-là. Ils voient ces choses-là. Ils disent rien, mais ils voient ce système de corruption, ce système pourri, j'ai envie de dire, ce système mafieux, j'ai envie de dire, de corruption, en fait, se fait au vu, au su de tout le monde, sans que personne ne s'en indigne vraiment. Bah, on en parle, mais qui c'est qui s'indigne vraiment, qui se révolte contre ce système-là aujourd'hui? Personne. Mais à un moment donné, cette frustration ressort à un moment donné. D'accord? Et ça peut conduire à des actes voilà, malveillants de ce genre-là, prendre à partie quand même des agents de police, chose que je ne tolère absolument pas de mon point de vue. Donc voilà, vous avez cette rupture de confiance, en tout cas pratiquement rupture de confiance entre une partie de la population et le personnel judiciaire, et la justice, j'ai envie de dire, et puis avec les forces de l'ordre. Et enfin, je vais parler, vous l'avez compris, de la troisième chose, la troisième entité, la troisième déclinaison de ce qu'on appelle l'État aujourd'hui chez le peuple, on va dire, c'est les pouvoirs publics. Encore une fois, je rappelle que les pouvoirs publics, ce sont ceux qui sont censés impacter immédiatement, localement sur la vie du peuple, la vie économique, la vie sociale. Ils ont cette possibilité de le faire. Malheureusement, dans la pratique, il y a une espèce de gouffre énorme entre ces deux entités-là. Une espèce de fracture énorme. Et pourtant, c'est ceux qui sont censés être au devant de la scène et agir localement, qui doivent faire du peuple leur priorité. Il y a plusieurs façons d'agir sur la vie du peuple, mais je vais parler d'une des façons qui est à mon sens vraiment importante et que l'on délaisse assez souvent, je vais parler des filets sociaux de sécurité. Les filets sociaux de sécurité qui sont une des déclinaisons de la politique aujourd'hui de protection sociale. D'accord? Quand on parle de protection sociale, il y a cet aspect qui est très important et que l'on oublie encore une fois trop souvent. Les filets sociaux de sécurité, c'est quoi? C'est le petit billet de 15 000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs qu'une personne peut avoir comme revenu chaque jour dans des petits projets. C'est qu'il y a des gens qui viennent dans les ministères tous les jours pour demander hein, ils demandent. Pourquoi? Parce que ils ont leur fierté. Ils ne veulent pas se verser dans des pratiques malveillantes. Ils ne veulent pas prendre des raccourcis. Ils ont leur fierté. Donc ils préfèrent souffrir en silence. Mais à un moment donné, cette souffrance ressort. Il y a des gens qui ne vivent que de ça, et des familles de 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui vivent que de 25 000 francs par jour. Vous imaginez? Ou peut-être que vous n'imaginez pas, mais c'est des réalités qui existent aujourd'hui. Et les filets sociaux de sécurité sont une occasion, et toutes les études le prouvent aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que les filets sociaux de sécurité, et on a les moyens je vais en venir, mais on a les moyens d'appliquer ces choses-là à Madagascar. Que ce soit à travers les projets présidentiels, ça on en parle beaucoup aujourd'hui, les projets présidentiels. Vous savez, les ONG, les organismes internationaux, etc. Les projets ministériels, tout ça peuvent permettre d'appliquer, sont des instruments qui peuvent permettre d'appliquer un système de filet social de sécurité à Madagascar. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à mon sens. Et les études, je le disais tout à l'heure, ont démontré que ces filets sociaux de sécurité n'ont pas que des vocations purement sociales. Ils ont également des vocations économiques.
Pourquoi? Parce qu'un individu qui est exposé à un système de filet social de sécurité, qui gagne un petit revenu chaque jour, ben, il pourra dépenser. Ça pourrait, dans une certaine mesure, relancer la consommation, relancer l'investissement dans des secteurs productifs, des secteurs agricoles. Ça peut également faire en sorte, parce que l'individu reste quand même un individu rationnel, un agent économique rationnel, ça peut faire en sorte qu'il épargne également, qu'il ne dépense pas tout, tout son revenu dans de la consommation. Il peut épargner. Et aujourd'hui, on a toutes ces institutions de microfinance, les IMF à Madagascar. Les instruments sont là aujourd'hui pour permettre d'impacter sur la vie du peuple, en tout cas ceux qui sont vraiment désorientés. Et il faudrait qu'on prenne conscience de la nécessité de revenir sur des fondamentaux, là, essayer de revenir sur des basiques. Les basiques, c'est ça. Les basiques, c'est agir localement, trouver des solutions pour permettre d'améliorer la résilience de ces communautés-là, de ces communautés locales. Ça, c'est très important. Quoi qu'il en soit, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies qu'on n'a pas mis en place un vrai système de filet social de sécurité à Madagascar. Et je ne parle même pas de la généralité qui est le système de protection sociale, mais en tout cas, les filets sociaux de sécurité qui, à mon sens, sont vraiment censés impacter dans un contexte dur sur la vie de la population. Là, il y a un cyclone qui est déjà arrivé. Il y a un cyclone qui est déjà arrivé. Qu'est-ce que ça va provoquer aujourd'hui? C'est ça, des chocs qui peuvent arriver. Il y a des personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain dans la rue parce que le toit, il n'a pas tenu. D'accord? Comment faire face à ce genre de catastrophe? Les filets sociaux de sécurité sont là pour agir localement, agir directement. Et donc, à partir de là, vous l'aurez compris, justice, force de l'ordre, pouvoir public, lorsque ce triple lien commence à être rompu, eh ben, c'est la voie qui mène à terme, je dis bien à moyen, à long terme, vers, je dirais, une explosion sociale. Vers une explosion sociale. Et l'explosion sociale peut être, on va dire, on peut passer outre cette explosion sociale si on commence à bien réfléchir à des solutions, on va dire, innovantes. Mais les solutions innovantes, il ne faut pas aller loin pour les trouver, finalement, parce que c'est des solutions qui se trouvent sous nos yeux, qui se trouvent sous la Constitution. C'est des solutions qui sont tout à fait innovantes, qui sont tout à fait évidentes également. C'est quoi ma solution dont je parle? C'est la République, mesdames, messieurs, c'est la République. La République, il faudrait qu'il y ait un pacte qui soit fait, d'accord? Une espèce de convention, un pacte qui soit fait entre, d'une part, les gouvernants et d'autre part, les gouvernés. Aujourd'hui, la République, mesdames, messieurs, ne tolère pas qu'il y ait des actes d'insoumission, des actes de révolte, des actes de provocation, des actes d'usurpation de pouvoir de part d'un groupe d'individus qui veulent suppléer au rôle, finalement, des forces de l'ordre, de la justice. Il y a des gens, il y a des corps qui ont été attribués, à qui cette fonction a été attribuée. Ce n'est pas au peuple de prendre un raccourci. Ça, c'est très important. La justice ne tolère pas ces choses-là. La justice, ça c'est pour les gouvernés, mais les gouvernants, la justice doit être garante, pas la justice, mais en tout cas la République, aujourd'hui, doit être garante de la mise en place de justice équitable dans ce pays, et ce à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Une justice équitable à tous les niveaux. La République doit garantir l'application, l'effectivité des droits fondamentaux, des droits inaliénables du peuple, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la consommation, le droit à l'alimentation, excusez-moi, le droit de se vêtir, le droit à la santé, le droit à l'égalité des genres, le droit au vote. Tout ça doit être garanti par la République. La République exige un leadership fort aujourd'hui. Et il faudrait que, je disais,
soit les gouvernés ou les gouvernants se rendent compte de la nécessité vraiment de se rapprocher et de mettre en place ce pacte, on va dire, social, qui engage aussi bien les gouvernants que les gouvernés. Voilà tout ce qu'exige la République aujourd'hui. Et une fois qu'on réussira à mettre en place cela, eh ben, c'est la paix sociale qui prévaudra dans ce pays. Une paix sociale au seul, mesdames, messieurs, une paix sociale au seul bénéfice de la nation malgache, parce que nous sommes tous un, d'accord? Nous ne sommes pas disparates, nous sommes tous un. Nous sommes une nation, une seule et même nation. Madagascar a choisi, dans le sillage de son indépendance en 1960, la voie de la République. Et nous en sommes à notre 4e République en ce moment. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il faudrait qu'on réaffirme cette volonté de poursuivre la République. Ça peut se faire à travers un référendum, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est trop coûteux. C'est pas grave, mais en tout cas, le cas échéant, si l'on considère qu'on veut une République, mesdames, messieurs, à ce moment-là, soyons tous conscients des obligations qui nous engagent et soyons tous républicains. Voilà le mot que j'ai envie de dire, j'ai envie de lâcher aujourd'hui. Soyons tous républicains. Ne choisissons pas le pneu. D'accord? Choisissons la République. Soyons tous républicains. Mesdames, Messieurs, merci.